Ok, le rec est lancé. Du coup, quand tu veux, tu peux le mettre le stickers. Très stylé, très bien. La buanderie. Dans ma buanderie, je mets en premier Lisa Rihanna, une artiste néo-zélandaise. Elle fait partie d'un collectif qui s'appelle les Pacific Sisters. Il a été fondé en 1992. Il regroupe différentes personnes, donc en majorité des femmes, d'origine maori. C'est un collectif d'artistes. Ça va regrouper différentes pratiques artistiques, notamment tout ce qui est costume, performance, installation vidéo. Donc elle travaille pour lutter contre les stéréotypes liés à la colonisation des peuples dans le Pacifique, contre les stéréotypes de genre aussi. Je la mets dans ma buanderie parce que pour moi c'est une grande source d'inspiration. J'ai mis du temps avant de trouver des artistes d'art contemporain qui sont issus également des peuples maoris ou du Pacifique. Elle a un travail qui est vraiment super où elle reprend du coup des traditions, que ce soit au niveau théorique, donc mythologie pacifique, polynésien en général, ou avec aussi les traditions artisanales textiles comme avec les costumes. Une de ses œuvres qui est passée au printemps-septembre à Toulouse, j'ai eu la chance de la voir, c'était en 2020, représentait une grande frise vidéo qui était sur tout le pan du mur, c'était au Théâtre Garonne. C'est comme une sorte d'animation avec une frise qui était dessinée, qui reprenait l'époque de colonisation. C'est fait franchement avec un peu d'humour et tout, c'est super abordable, c'était très rafraîchissant de voir ce genre de choses où il y a des sujets qui sont aussi graves, qui sont abordés avec de légèreté pour que ce soit plus abordable pour tout le monde, sans que ce soit forcément culpabilisant aussi pour les personnes qui sont pas concernées, de pouvoir le voir et d'apprendre de l'histoire et d'évoluer vis-à-vis de ça, les mentalités, etc. Je m'appelle Veitea, mon prénom est d'origine tahitienne, polynésienne quoi. Moi, ma grand-mère est d'origine entre autres chinoise, tahitienne et française. Ça fait 2 générations où on est né en France métropolitaine. Ça régit aussi toute ma pratique artistique où il y a eu toute cette question d'héritage métis qui était un petit peu compliquée, notamment qu'on s'est ancré dans un contexte colonial qui est encore d'ailleurs super présent dans les mentalités françaises à l'heure actuelle. Moi finalement, qu'est-ce que j'ai pour me rapprocher des communautés polynésiennes et je pense être tahitien ou pas. Alors moi je suis née dans le sud de la France, donc en Catalogne du Nord. Donc on va dire que les Polynésiens c'est parce qu'ils couraient les rues. Et ma grand-mère elle a très vite compris d'ailleurs. Je voulais m'éloigner en fait des seules représentations que j'avais, qui étaient super exotisantes, genre Gauguin, ce genre de choses-là, qui dans un premier temps sont super quand t'es petit parce que c'est la première fois où tu vois des peintures et tout avec des visages qui te parlent pour une fois, de tes parents, de ta grand-mère, etc. Et c'est une source de représentation qui a été chouette jusqu'à ce que tu connaisses l'histoire de ce monsieur-là et il vient et ce qu'il a fait et tout ce que ça représente derrière et c'est pas franchement glorieux. Avoir accès à des artistes comme Lisa Rihanna, c'est vraiment super en termes de reconnaissance et ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis née quand même en France métropolitaine, donc j'ai grandi dans un contexte de mentalité coloniale avec lequel j'ai grandi, donc dans lequel j'ai infusé aussi. Et ça fait que pour moi, j'ai normalisé beaucoup de choses. Le contexte de ma pratique artistique et des recherches que j'ai entamées là-dedans, parce que finalement, en tant que personne métisse, je sais pas trop comment me situer, parce que mes ancêtres, c'est autant les colonisés que les colonisateurs. Dans quelle mesure je suis légitime de parler pour certaines personnes et pas pour d'autres, où est-ce que je me situe là-dedans? Et puis je suis visiblement blanche. Moi, je suis pas confrontée à des choses auxquelles ma mère ou même ma grand-mère ou mon oncle ont fait face. Fait qu'elles ont pas le white passing, quoi. Donc le fait de passer comme personne blanche dans le milieu occidental qui fait que j'ai des privilèges comparés à ma grand-mère ou à ma mère qui ont vécu des faits super racistes par rapport à leur faciès qui correspondaient pas aux faciès occidentales. Par rapport au concept de colonisation, moi je sais que je l'ai vécu avec du recul dans ma propre famille en fait. C'est la manière dont on a été élevé, toute cette mentalité-là française qui est quand même... Après, je suis pas dans l'accusation non plus de la culture française, parce qu'il y a plein de choses qui sont super dans la culture française, et notamment la culture catalane, mais c'est vrai que, force est de constater qu'il y a certaines choses qu'on a été obligé de faire dans ma famille, que dans d'autres familles, on n'a pas été obligé de faire. Dans ma famille, ça a été super valorisé le fait que, par ma grand-mère en tout cas, qu'on ait l'air d'être blanche, qu'on passe pour des méditerranéennes, et qu'on n'ait pas de problème
problème qu'on n'ait pas un faciès asiatique, même eurasien ou polynésien. On passait pas du coup pour des sauvages, parce que c'est comme ça aussi qu'on pouvait l'appeler dans le village dans lequel elle a habité pendant des années après avoir épousé mon grand-père qui est espagnol, enfin catalan. En fait, par exemple, je sais que pour l'intégration, au nom de l'intégration, il fallait qu'on fasse du catéchisme, au nom de l'intégration française, il fallait qu'on parle mieux français que les autres, au nom de l'intégration française, il fallait qu'on soit très cultivé, qu'on lise beaucoup de livres, qu'on connaisse toute la mythologie grecque par cœur, latine, etc. Comme si on devait compenser quelque chose en permanence. C'est un petit peu le fait de tout le temps avoir l'impression de devoir faire quelque chose en plus que les autres pour se sentir légitime d'appartenir au pays dans lequel on habite et finalement dans lequel je suis née. Et après, c'est aussi beaucoup les remarques. Moi, je sais que j'ai remarqué ça par rapport à mon prénom déjà, basiquement, depuis que je suis petite, quoi. Soit c'est des jeux de mots douteux, soit du coup on veut pas retenir mon prénom parce que c'est trop compliqué, donc du coup on me donne des prénoms français. Donc ça aussi c'est une mentalité très coloniale de dire ouais, non, on va t'appeler Virginie, c'est bien, c'est pareil. J'ai une prof d'SVT un jour qui m'a proposé de m'appeler Vanille parce que c'était plus facile à retenir. Maïzena, Maïtika. Et en fait, l'air de rien, moi je m'en rendais pas compte, mais c'est une certaine violence en fait c'est trop compliqué, ta culture on s'en fout en fait. T'habites en France et nous c'est plus facile de t'appeler par un prénom français parce que de toute façon c'est exactement pareil. Ou alors c'est des gens qui viennent vers moi pour m'expliquer que eux ont vécu en Polynésie alors qu'ils sont pas d'origine polynésienne du tout et ils vont me demander des trucs comme s'ils étaient plus légitimes que moi d'en parler. Ah ouais, ta famille est de quel village? Mais du coup tu parles pas tahitien. Et vous mangez encore du chien là-bas? Vous savez que vous étiez cannibale? Ou alors dans la sphère aussi amoureuse des vannes terribles sur le fait qu'on a une danse traditionnelle qui engage les hanches ou des choses comme ça. D'être toute nue avec des fleurs tout le temps. Je me balade comme ça en permanence avec ma mère et ma grand-mère depuis que je suis petite. En fait, c'est ça. C'est le travail qu'engage énormément de personnes. Et là, je parle moi de la communauté polynésienne parce que c'est ce qui me concerne, mais je pense que c'est d'énormément de communautés en général qui ont été touchées par la colonisation. Et d'emmener à faire réfléchir tout le monde ensemble en même temps. Finalement, c'est pas juste notre histoire de souffrance, etc. Mais c'est une histoire commune qu'on a en fait. Même les personnes qui sont pas concernées parce que moi je suis née en France, j'ai pas connu les pays colonisés. Vous, par exemple, vous êtes née en France aussi, je vous en veux pas quoi. Il y a aucun rapport vis-à-vis de ça parce que vous y pouvez rien. Mais c'est le fait d'y réfléchir ensemble et de dire ok, maintenant il y a eu ça dans l'histoire, c'est un fait. Comment on peut pallier à ça? Quelles sont les inégalités qui demeurent? De quelle manière moi je pense qu'il rejoue encore des enjeux de racisme et de colonisation qu'on pourrait balayer complètement quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai dit des bêtises, mais en tout cas j'ai mis tout mon cœur. C'est important. Voilà. Je vais parler d'une artiste, donc c'est une réalisatrice qui est franco-vietnamienne, qui s'appelle May Hua, qui a fait récemment en 2020 le film Les Rivières, qui est super. La famille, c'est tout sauf simple. Il y a des malentendus, des secrets. Il y a de la peine. Et puis tout ce passé dont on hérite sans rien y comprendre. C'est compliqué pour tout le monde. Mais avec ma mère, ma grand-mère et ma fille, on s'est dit qu'on pourrait faire face. On a décidé d'y croire. Ça m'a énormément inspirée dans ma pratique en général. Le film, c'est l'histoire de sa famille, l'histoire d'une femme qui a filmé sa propre famille pendant, je crois, plus d'1 an, sur la base du fait qu'il y avait une malédiction qui pesait sur sa famille, sur les femmes de sa famille, avec des hommes qui décédaient très tôt, des divorces très douloureux. Donc, elle s'est dit que peut-être en filmant sa grand-mère, sa mère, elle, sa fille, elle arriverait à mettre le doigt sur quelque chose, à peut-être faire fi de cette malédiction-là. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Tous ces rapports intimes qu'il y a entre les femmes déjà d'une famille, les histoires familiales, la complexité des rapports, de la manière dont on perçoit une histoire commune aussi familiale, parce que l'air de rien, même si on a des souvenirs en commun, on l'aborde tous d'une manière différente. Enfin même on n'est pas d'accord sur des faits qu'on a tous vécu en même temps, alors que tout le monde était là, mais ça dépend des sensibilités aussi. C'est un film qui était exceptionnel, voilà, donc j'en dis pas plus comme ça, il faut aller le voir. J'envisage de faire davantage de vidéos, j'aimerais bien m'acheter un caméscope. J'aime bien aussi le quotidien, l'intime, etc. Dans le contexte familial. J'aimerais bien voir ce qu'il en surgit, si je commence à filmer de la même manière que May Hua a pu le faire à propre famille, avoir des conversations, etc. J'ai plus pris des photos et fait des enregistrements vocaux de ma famille dans des conversations où je me dis ok là il y a de quoi enregistrer, il y a de quoi écouter et tout, c'est intéressant et peut-être que plus tard les personnes de ma famille disparaissent, ça pourrait m'aider aussi à avancer et à réfléchir à d'autres sujets parce que finalement les choses auxquelles je pense actuellement, je vais peut-être y penser différemment dans 10 ans. Dans ma buanderie, j'ajoute le réalisateur français d'origine vietnamienne qui s'appelle Tran Anh Hun. Le film qui a bercé mon enfance de ce réalisateur-là, c'est L'odeur de la papaye verte.
Vraiment une ambiance qui m'a influencée et qui a dans l'esthétique globale de ma pratique. Au niveau de la colorimétrie, de l'ambiance, je sais qu'il a fait un feat. Il a fait une collaboration avec un auteur que j'aime beaucoup qui est japonais qui s'appelle Uraki Murakami pour le film, il me semble qu'ils l'ont appelé Norwegian Wood. C'est par rapport à l'ouvrage de Uraki Murakami qui s'appelle La balade de l'impossible. C'est vrai que je suis assez influencée par la littérature et le cinéma est-asiatique en général, que ce soit dans les communautés khmer ou même chinoises ou japonaises, ou des contextes intimes de vie quotidienne. L'odeur de la papaye verte, on suit une petite fille qui aide la gouvernante à servir une famille un peu plus riche, etc. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est tout l'aspect du quotidien, des petits riens en fait qui sont super intéressants et qui possèdent énormément de poésie. C'est très contemplatif comme cinéma, donc ça va être des gros plans sur des feuilles de papayer pendant un petit moment, mais souvent c'est lié à des histoires aussi d'amour. Par exemple, La balade de l'impossible, donc Norwegian Wood. Il y a aussi des liens avec des contextes amoureux. Alors, j'ai pas fini le livre. Enfin, c'est pour le moment, c'est que ça parle d'un jeune adolescent japonais qui va dans un internat et il parle du fait qu'il a perdu un de ses meilleurs amis, il s'est suicidé très jeune, qui avait une copine. Et du coup, il s'est rapproché de la copine de son défunt meilleur ami. Il y a une histoire d'amour qui naît entre eux, mais c'est très compliqué parce qu'il y a un deuil qui entre eux aussi et c'est difficile. Et après, le propre de la littérature de Murakami, ses romans sont très très proches de quelque chose de complètement réel, mais il va rajouter d'une manière très infime de la fiction. Donc il va se mélanger à la réalité et on saura plus trop en fait où on est, si on est dans la fiction, dans la réalité, si on est dans la tête de l'auteur, si on est dans la tête d'une autre personne qui est spectatrice, si en fait on est complètement dans quelque chose de complètement fictif. Et c'est ce que j'aime dans la littérature. Je mets dans ma buanderie, j'ajoute, je mets Arai Nuboyoshi, qui est un artiste photographe japonais, qui se base sur le concept des romans autobiographiques. Il a fait notamment un ouvrage photographique qui s'appelle Voyage sentimental, qu'il a dédié à sa femme qui était prématurément décédée. Il a mis très très belles photos de sa femme, de leur relation. Toutes les photos sont dédiées aux relations et aux émotions qui traversaient ces deux individus-là. Et c'est assez beau. Il y a une photos d'ailleurs qui a été prise avant le décès de sa compagne. C'est marrant, on dirait un petit peu une funeste prédiction, quoi. Et dans une barque allongée en train de dormir, en même temps d'une manière très paisible, et c'est très, très très joli à voir. Je sais que ça m'a beaucoup influencé aussi dans ma manière de prendre des photos, dans les contextes de photos, dans les plans de photos. J'utilise aussi beaucoup le concept d'archive. En fait, c'est comme ça que j'ai débuté ma pratique artistique personnelle par rapport à la légitimité métisse, etc. Où qui suis-je, d'où je viens, qui sont les personnes qui composent ma famille, les visages, pourquoi moi j'ai ce visage, pourquoi j'ai pas le même visage que les autres personnes de ma famille. Et donc j'ai commencé à récupérer dans le grenier de ma grand-mère, chez ma mère et tout, un maximum de photos des personnes de ma famille pour dire ok, ça existe, c'est vrai. Là, il y a ma grand-mère quand elle était jeune, mes oncles, mes tantes à Tahiti, donc je suis vraiment d'origine tahitienne. Comme si ça a ajouté quelque chose de physique et de concret dans tout ce qu'on me racontait et que je voyais pas vraiment de vrai, parce que finalement, quand on voit mon visage et que je dis que je suis issue de ces communautés-là, on me croit pas et j'entends. Je pense que c'est toute la problématique des personnes métisses et de la légitimité en tant que telle. Et moi, j'ai commencé à accumuler des archives et ensuite à faire des mises en page et à essayer de raconter des histoires à travers des mises en page et des livrets photographiques. Il y a aussi un artiste que je mets sur côté, qui est espagnol, ça je peux bien le prononcer parce que je sais parler espagnol, mais alors japonais et le reste j'y arrive pas. Aussi dans ma buanderie, Carlos Chavarria. Voilà, c'est bon. Donc lui, c'est les sketchbooks plus particulièrement, où il a une mise en page qui est exceptionnelle, qui m'a énormément inspirée. Dans ma buanderie, je mets Kader Attia. C'est un artiste plasticien. Il fait énormément de choses, de l'installation, de la vidéo, etc. Qui base sa pratique sur le concept de la réparation, en lien avec l'histoire, la colonisation, etc., l'identité, comment réparer, comment passer à autre chose, comment créer du nouveau avec tout ça et du bon. La réparation, finalement, c'est le fait de restaurer un objet qui est abîmé ou cassé en ajoutant un élément qui n'était pas prévu dans la conception de cet objet-là. Finalement, ça mêle les temporalités, un objet qui est fait à une certaine époque, qui est cassé et qui a une nouvelle vie avec d'autres éléments plus récents, avec des matières différentes, qui empruntent une forme différente, qui a une cicatrice aussi visible et n'est pas pour autant moins intéressant de par la présence de cette cicatrice. Et Kader Attia, on voit très très souvent cicatrices, etc. C'est très joli. Sa pratique, il aborde les cicatrices, on va dire, de différents pays. Ça parle le Pakistan, d'autres pays d'Asie, je veux pas dire de bêtises, je m'en souviens plus exactement. On parle d'énormément de pays, d'histoires différentes, mais qui finalement ont un lien commun, qui est celui de la réparation. Il y a une célèbre installation, c'est comme des sculptures, il me semble que c'est de l'aluminium, où ça fait des silhouettes de personnes en train de prier, à genoux, par terre, sur des tapis. Il y a plein de femmes, comme des femmes voilées en fait, du coup sans visage quoi.
Ils sont dans une salle comme ça à genoux. En général, tous les artistes que je connais maintenant, sauf du coup certains réalisateurs, etc., parce que c'est des films sur lesquels je suis tombée quand j'étais petite, c'était grâce à la fac. Ça a aiguisé ma curiosité et je suis tombée sur tel ou tel artiste au fur et à mesure en tapant des mots-clés. Les premières années, tu fais un peu brainwash où on te balance un maximum d'artistes qui font plein de choses différentes et du coup tu regardes. Là, en faisant des recherches, tu tombes sur un qui t'intéresse bien, puis ça engage des recherches et hop, tu tombes sur un autre, tu dis ah ouais, ça j'aime bien ce qu'il fait, même si c'est juste esthétiquement, genre c'est joli. Tu aiguises aussi ta recherche intellectuelle, théorique. Ok, c'est tel sujet qui m'intéresse. Ça semble inaccessible et il y a, dans un sens, l'art contemporain est inaccessible et je trouve ça dommage et heureusement qu'il y a des plateformes comme la Buanderie pour pouvoir rendre ça disponible pour tout le monde. L'art, c'est tout le temps, quoi. Je sais que je m'intéresse beaucoup à ce que des jeunes qui sont en études aux Beaux-Arts, que ce soit ici, à Paris ou même ailleurs, ce qu'ils font. Et finalement, c'est super intéressant et c'est les artistes de demain avec qui on va socialiser, avec qui on va échanger, avec qui on va pouvoir partager. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est pas juste les anciens qu'on connaît énormément. Toujours dans une question de partage, la Buanderie, je vais pas rajouter Rit Tiravanija, qui lui est un artiste d'origine asiatique, qui a participé à la Biennale au Grand Palais en 2012 avec une performance qui s'appelle Soupe No Soupe. Et en fait, c'était super chouette avec toute une équipe. Ils ont préparé une soupe, une spécialité, il me semble que c'était thaïlandais, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait une soupe avec son équipe et tout. Et en fait, c'était ouvert. Le public pouvait venir, il y avait des grandes tables et tout le monde pouvait venir manger de la soupe dans un but d'échange. C'est ok, voilà, on vous partage de la culture, là c'est la culture culinaire, c'est super accessible, c'est super facile à partager et tout. En fait, l'air de rien, ça permet de passer outre les clichés, les stéréotypes qu'on peut avoir en partageant quelque chose. En fait, c'est facile de partager, c'est facile d'échanger, c'est facile de goûter à autre chose, de voir autre chose, sans que ce soit douloureux, sans que ce soit compliqué, sans que ce soit délicat, de parler de notre culture, de l'autre, sans que tout le monde soit susceptible et tout. Juste, on se met autour d'une soupe, on mange. Tu veux de la soupe, d'accord, tu veux pas de soupe, tant pis. J'ai fait une autre performance dans le même style qui s'appelait Food, tout simplement. Toujours dans cette idée-là de chasser les stéréotypes et les clichés de certaines cultures par le partage et par l'échange. On peut pas savoir si on demande pas et si on n'essaie pas, en fait. La question, c'est la question de point de vue et comment on aborde la culture. Encore la pensée coloniale de « Ok, je prends ce que j'ai envie de prendre dedans, mais je prends pas tout. Je prends seulement ce qui m'arrange, après le reste, je m'en fous, je veux pas savoir. » Et justement, ce genre de démarche, c'est « Ok, vous venez, et on échange, on en parle, et vous apprenez vraiment ce que c'est et pourquoi on fait ça. Et il y a un réel échange. Pas juste vous qui venez, qui prenez, merci, bye. On échange. C'est ça qui est intéressant. Dans ma buanderie, je mets Amanda Ba. C'est une artiste qui est connue pour sa peinture. Elle est née aux États-Unis, qui a vécu pendant très longtemps en Chine chez ses grands-parents. À travers sa pratique, elle aborde plusieurs sujets, la psychosexualité, l'animalité, le genre, et aussi elle s'inspire de ses rêves. Ça va être des dessins très très graphiques où ça va la mettre en scène avec souvent un gros chien. Ils sont tous les deux tout nus mais mis au même niveau, quoi. Des choses très très intimes, ça va être des souvenirs, des rêves qu'elle a fait, c'est vraiment très très beau. Dans quelle mesure il y a des actes sexuels qui sont reproduits dans ton esprit, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça veut dire, quel est ton rapport avec ta sexualité, parce que forcément ça a un impact si t'as des blocages, des trucs compliqués, etc. Elle le traduit en accouchant de peinture, quoi. Beaucoup de contrastes très rouges, très verts. Elle est représentée avec une peau très rouge. J'aimerais bien rajouter en dernier dans ma buanderie deux petites dernières choses parce que je pense que ce serait intéressant d'en parler. C'est le groupe de musique 1515, c'est donc un petit groupe de Polynésiens. Super contemporaine, très particulière. Je me connais pas assez en musique pour pouvoir définir leur son parce que c'est très expérimental. Je trouve ça vraiment chouette. Une des musiques s'appelle Le Jeune, où il parle des essais nucléaires qui ont été faits en Polynésie entre 1966 et 1996, parce qu'on n'en parle pas assez. Quand même 193 essais de la France sur le continent océanien, la Polynésie française, pour s'armer nucléairement, quoi. On a encore des dégâts à l'heure actuelle. Et il y a aussi un podcast qui s'appelle Tahitian Talk, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Ils interrogent plusieurs artistes contemporains polynésiens en général, pas que tahitiens. Récemment, ils ont interrogé un artiste qui s'appelle Tafé, qui j'ai eu l'occasion de parler sur Instagram, qui est super sympa. D'ailleurs, m'a filé une clé USB avec de la documentation polynésienne. C'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec des personnes qui sont intéressées par le même type de sujet dans une mesure différente. C'est intéressant aussi de pouvoir voir différents artistes français, polynésiens certes, mais français, dont on parle pas assez, et qui font aussi l'art contemporain actuel. Tu avais parlé justement des beaux-arts, etc. Et ouais. Tu parlais de l'accessibilité justement de l'art contemporain.
Déjà de base, l'art contemporain c'est inaccessible et que c'est un privilège social. Déjà de pouvoir s'intéresser à l'art contemporain ou l'art en général. Parce que si dans ta famille, tes parents ils galèrent déjà à avoir du fric, etc. Toi, tes intérêts, ça va être très rapidement je travaille bien à l'école, faut que je trouve un travail. Et s'intéresser à l'art, c'est déjà avoir de la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir le temps de t'y intéresser. Genre d'une famille où c'est des universitaires qui étaient intéressés par l'art en général, mais pas l'art contemporain. L'art contemporain, c'était plutôt quelque chose de risible. Il faut pouvoir avoir les bases de la culture générale et d'accès à l'instruction pour pouvoir comprendre les enjeux de l'art contemporain et ce que les artistes essaient d'aborder. Si tu ne sais pas les bases théoriques de pensée philosophique ou quoi qu'ils évoquent, que t'as pas eu accès à ça à la bibliothèque de ton école, ou même en fait tu sais même pas que ça existe, forcément tu comprends pas et ça te paraît complètement barré en fait. L'art en général et le contexte muséal, artistique, etc. pour moi c'est très problématique, même si j'en fais partie. Je pense que c'est accessible à tous à partir du moment où t'as quelqu'un pour te tenir la main et te dire ok, quel sujet t'aimes bien, je te conseille telle personne, telle personne, telle personne. Et de là en fait toi ça va pouvoir déclencher comme un petit déclic en disant ah ouais en fait finalement ça j'aime bien, ça me parle, même des gens à la base en aimant juste la vidéo. Juste à partir de la vidéo, l'art contemporain, c'est un truc énorme, quoi. C'est là où des plateformes comme la buanderie est intéressante pour pouvoir avoir accès plus facilement à la culture générale et dans la culture artistique contemporaine. En train de développer, donc j'avais fait une première édition, mais là je suis en train d'en refaire une de plaie au clair comme ta peau, parce que du coup Veita en tahitien ça veut dire au clair. Et du coup c'est rigolo parce que je suis quand même très blanche. En fait ça aurait été un petit peu comme mes parents m'avaient appelé comme ça et que ça allait engendrer quelque chose de cet ordre-là, et je trouvais ça intéressant voir les différences en fait finalement de visages qui existent au sein d'une même famille métisse. Et on a tendance en Occident de penser qu'en métisse c'est noir, blanc, un certain profil, les dead skin avec des cheveux bouclés qui sont beaux, je veux des bébés métis avec des yeux clairs, des trucs qui sont super réducteurs aussi que par rapport au physique des personnes et non pas de tout ce qu'elles sont dans leur complexité. Donc c'est pour ça, je pense que si je peux jouer à ma manière, être une source de représentation par le partage de visages de ma famille pour d'autres personnes, ce serait vachement chouette. Dans ma pratique artistique, j'essaie de retoucher du doigt des pratiques artisanales et notamment réservées aux femmes, pratiques textiles, ça va être de la couture, du tressage, des choses comme ça qui sont perçues comme relayées à un rang inférieur. Et je travaille aussi beaucoup le concept du souvenir et de la subjectivité du souvenir qui va parfois sur de la fiction parce qu'on a une espèce d'auto-narration qui se fait, comme je disais précédemment, où on a une manière de voir les choses, où ça devient presque fictif en fait. J'ai fait un projet textile où c'est basé sur le concept du tifeifei en tahitien, qui veut dire raccommodé. Une grande pièce en tissu qui sert un petit peu de décor, on peut l'utiliser pour mettre au sol sur des lits, sur des tables. C'est avec un système de patchwork. C'est issu du tapa. Et les motifs qu'on voit sur les motifs des tatouages polynésiens, c'est sur d'écorce battue en fait. Et ensuite il y a eu les colonies, donc il y a eu les femmes des colons qui sont arrivées avec le concept du patchwork. Les deux ensemble ça a créé le tifeifei. Moi j'ai pris le concept du tifeifei, j'ai pris aussi la broderie espagnole au niveau des motifs, donc je suis restée comme initialement des motifs végétaux ou animaliers. Les motifs que j'ai choisi d'utiliser, des motifs qui me parlent personnellement et qui sont liés à des souvenirs qui me sont intimes. La photo, j'essaie de le mélanger avec le textile où je suis en train de fabriquer des paréos, le système de sérigraphie, où j'ai repris le motif d'un vieux fauteuil sur lequel on était ma sœur et moi, donc on a vécu très longtemps chez ma grand-mère. En fait, ce fauteuil-là, son cuir a été abîmé et craquelé. À force qu'on joue dessus, etc., elle mettait deux fauteuils face à face comme ça et on se mettait dessus avec un paréo par-dessus et on jouait dessus. Et en fait, j'ai pris les zooms sur les craquelures. Et j'en ai fait un motif. Du coup, c'est comme si c'était un petit peu une cellule matérielle de ce souvenir-là, où j'ai fait du transfert photo aussi sur ce paréo de la photo. Elle appelait ça le berceau, ma grand-mère. Donc des deux fauteuils rapprochés avec les portraits aussi des personnes qui partagent ce souvenir, par exemple ma sœur et moi. J'ai fabriqué des faïences, des carreaux à la main, je pense, je suis en train de réfléchir. Et les motifs, ce seront des motifs que je vais réemprunter de carreaux qu'il y avait vraiment chez moi, chez ma grand-mère, partout d'endroits de mon enfance. Et ça va faire comme un petit peu Louise Bourgeois et ses selles de souvenirs en fait, d'une manière différente. Une cellule de souvenirs que je montre et que j'expose, avec tout ce que ça implique comme mélange culturel, mélange temporel, voilà. C'est trop bien. Ok, c'est parfait. Bravo. Ouais. Qu'ils ont fait, et du coup tu peux aller un peu plus loin, qu'est-ce que toi ça t'a apporté, si t'as parlé de l'esthétique de la colorimétrie. J'y vais, t'inquiète. Et si tu peux développer encore plus sur ça. D'ailleurs, anecdote marrante sur Wong Kar-wai, vous savez qu'il a fait 2 films avec Jean-Claude Van Damme. Oui, je sais qu'il a fait 2 films. Et tu sais que le deuxième film s'appelle... Alors il y a Double Team et le deuxième c'est Knock Off. Et dans Knock Off, à un moment, il y a une course de pouce-pouce et Jean-Claude Van Damme se fait fouetter par une anguille.
Attends, toujours dans le bout de rap.